Bruno Gollnisch. Bonjour. Après 2 ans d'enquête, plus de 500 auditions, Donald Trump a été blanchi par le procureur spécial Mueller aux États-Unis des soupçons de lien avec la Russie qui aurait favorisé son élection. C'est enfin quoi le triomphe de la justice? On attaque beaucoup Trump et vous, parfois, vous le défendez. Oui, ça fait des mois, pratiquement depuis que cette contestation est née, que je dis que c'est un procès en sorcellerie. C'est tout à fait absurde de penser que la Russie aurait pu influencer de façon déterminante les élections américaines. On ne voit pas d'ailleurs très bien comment. Il paraît qu'il y aurait eu des tweets, n'est-ce pas? Bon, alors, si c'est ça, encore une fois, il y a lieu de s'inquiéter sur la démocratie américaine. Ce qui est intéressant, c'est que c'était une persécution judiciaire intentée par la gauche, en l'occurrence aux États-Unis, le Parti démocrate, qui, comme toujours la gauche, ne se résigne jamais à sa défaite électorale. Et c'est partout pareil. Et alors, ce procureur spécial Mueller, que l'on paraît de toutes les vertus, maintenant que son rapport innocente Trump, eh bien, évidemment, la gauche conteste son impartialité. Là aussi, c'est un grand classique. On verra ça dans d'autres domaines, y compris dans des domaines qui nous concernent. Alors il y a un personnage public pourtant plus clivant, mais que vous défendez beaucoup moins, c'est M. Antonio Tajani, le président du Parlement européen, qui lui aussi a défrayé la chronique pour avoir pris la défense, à minima tout de même, mais de l'œuvre fondatrice, entre beaucoup de guillemets, de Benito Mussolini dans son pays. Il lui a trouvé quelques vertus. Alors vous n'avez pas pour habitude, Bruno Gollnisch, vous de trouver des vertus à des anciens instituteurs socialistes, en l'occurrence M. Mussolini, mais M. Tajani vous a-t-il choqué par ses propos? Non, il ne m'a pas choqué du tout. Il a dit un certain nombre d'évidences, que le régime évidemment autoritaire de Mussolini en Italie avait malgré tout profondément modernisé le pays, créé des ponts, des routes, amélioré le réseau de chemin de fer, assaini les marais pontins, et que sur ce plan-là, au moins, tout n'était pas négatif. Mais ça ne fait pas de M. Tajani un fasciste ni un post-fasciste, bien évidemment. Et d'ailleurs, devant le tollé qu'a suscité son propos très politiquement incorrect, le fait d'avoir parlé de Mussolini tout en le critiquant, mais quand même en un paragraphe pour autre chose que pour en dire du mal, a été un véritable scandale. Et le malheureux président Tajani a dû rétro-pédaler en disant que le fascisme c'était l'abomination de la désolation, qu'il l'avait toujours pensé, etc. Ce qui n'empêche que dans le groupe PPE, c'est le groupe majoritaire dans ce Parlement, dont font partie d'ailleurs les députés républicains français, siège Madame Alexandra Mussolini, la petite fille du Duce, qui défend bec et ongle la mémoire de son grand-père. Et ça ne gêne personne. Alors, ce Parlement européen présidé par M. Tajani verra peut-être l'arrivée de députés La République En Marche, puisque le parti présidentiel a trouvé sa tête de liste en la personne de Nathalie Loiseau, et puis a officialisé les premiers de liste hier. Alors, on a parlé de cacophonie, un bout de tribune qui s'est écroulé, un directeur de campagne qui ne connaissait pas bien le nom des candidats. C'est pour vous quoi, une entrée en campagne de La République En Marche aussi calamiteuse que ce qu'on accuse? Oui, c'est peut-être symptomatique de l'échec auxquels ils devront faire face, je ne sais pas, encore que, après tout, ce parti n'a pour le moment aucun élu en titre, mais il ne faut pas oublier qu'il est constitué pour une très bonne part de gens qu'on a pris chez Alex-UMP, au Parti socialiste, parmi les écologistes, et qui ne peuvent pas prétendre à la virginité. Sauf qu'ils ont un bilan parlementaire qu'ils vont pouvoir mettre face au vôtre, et on accuse beaucoup quand même votre formation politique. Mais attendez, laissez-moi vous répondre d'abord, premièrement, sur la tête de liste. Madame Loiseau. Qui vous a attaqué d'ailleurs, qui a attaqué votre mouvement et votre bilan. Qui a attaqué le bilan du groupe de façon absolument injurieuse. Qui a dit que nous ne servions à rien, que nous avions fait le contraire que nous n'avons pas travaillé, que nous avons fait le contraire à Strasbourg ou à Bruxelles de ce que nous avions dit à Paris. Tout ça est fantasmagorique. D'abord, et que nous ne servions à rien. D'ailleurs, je voudrais savoir à quoi Mme Loiseau a servi comme ministre des Affaires européennes. Parce que depuis qu'elle a été nommée, c'est-à-dire ça fait maintenant plusieurs années,
elle n'a jamais, pas une seule fois, réuni les députés français du Parlement européen, contrairement à ses prédécesseurs. On peut penser ce qu'on veut des ministres de tutelle qu'étaient M. Fabius ou M. Juppé, mais eux au moins, ou le ministre délégué aux affaires européennes placé sous leur coupe, en quelque sorte, réunissaient régulièrement les députés français de tous bords. Alors, c'est peut-être parce que vous êtes... Moi, je n'ai jamais vu... Vous êtes nombreux. Il n'y a peut-être pas grand-chose à vous dire à vous. C'était le cas aussi de M. Alain Lamassoure, de M. Michel Barnier, de M. Jean-Pierre Jouyet. Vous voyez, qu'ils soient socialistes ou de la fausse droite parlementaire, au moins, ils avaient à cœur d'avoir le contact avec les députés français au Parlement européen, ne serait-ce que pour leur présenter les positions du gouvernement, solliciter leur appui, etc. Madame Loiseau, rien. Électroencéphalogramme plat. Alors, nous allons voir. J'ai lu dans cette interview du Figaro aussi des choses assez extraordinaires. Elle dit, par exemple, que sur la libre circulation, que nos prédécesseurs, très intéressants, nos prédécesseurs, ont été imprudents parce qu'avec les accords de Schengen, ils ont supprimé les frontières internes de l'Europe sans se préoccuper de protéger les frontières externes. Mais oui, Madame Loiseau, mais parfaitement. Mais ça fait 15 ans ou 20 ans que les députés Front National et eux seuls le disent. Alors, si on finit par parler comme Jean-Marie ou Marine Le Pen, il faudrait quand même être un peu moins arrogante à l'égard des députés du Front National. Quant à dire qu'on ne travaille pas, voilà, j'ai apporté, ça c'est les feuilles de vote de hier. Hier midi, hier soir, voilà. On peut voir qu'à chaque page, chaque mot, n'est-ce pas, nos assistants présumés fictifs, bien sûr, ont préparé le vote et l'ont justifié. Et nous avons émis, depuis le début de la mandature, comme ça, 23 500 votes. Voilà. 23 500 votes. Il y a un travail effectif, mais on le dit incohérent. On le dit incohérent. Par exemple, sur la directive des travailleurs détachés, il y a eu une réforme. Il est tout à fait cohérent, parce que ce qui nous a été proposé comme directive, donnons tous les arguments, ne protégeait en aucun cas l'emploi en France, précisément. C'était une parodie. Je vous signale que d'ailleurs, sur cette directive travailleurs détachés, qui permet un véritable dumping social sur notre territoire, au détriment des ouvriers, des artisans français, et des entreprises françaises, c'est le Front National. Ce sont les députés du Front National qui, les premiers, ont soulevé la question. Alors, en ce début de campagne officielle pour les élections européennes, il y a eu une entrée médiatique également de Philippe de Villiers, qui vient de sortir un livre qui critique fortement de nouveau la construction européenne. Moi, la question que j'avais envie de vous poser, Bruno Gollnisch, c'est est-ce que ce livre vous a appris des choses? Parce qu'à lire Monsieur de Villiers ou à écouter ses entretiens, on a l'impression qu'il apporte des éléments probants, relativement nouveaux, sur la façon dont s'est construite cette Union européenne. Oui, il y a quand même des choses intéressantes dans ce livre, indiscutablement, et notamment les pièces, les documents qui sont aujourd'hui déclassifiés oui. Et auxquels M. de Villiers a eu accès, et qui prouvent effectivement que cette construction européenne était destinée à tout, sauf à la création d'une puissance européenne autonome, et notamment autonome par rapport aux États-Unis d'Amérique. Je trouve que dans ce livre, qui est bien écrit et intéressant, en revanche, il y a un certain nombre de reproches. On reproche à M. Hallstein d'avoir servi dans l'armée allemande, mais c'était le cas de tous les hommes de sa génération, malheureusement. Bon, on reproche à M. Schuman d'avoir eu des parents qui ont opté, ils n'ont pas opté d'ailleurs, ils se sont retrouvés malgré eux, Volins-Nolins, bon, au moment de l'annexion de l'Alsace-Moselle, car c'est le département de la Moselle et pas la totalité de la Lorraine. Dans l'Empire allemand. Dans l'Empire allemand. Alors ils auraient pu opter pour la nationalité française à condition de quitter leur terroir, leur maison, etc., ce qu'ont fait un certain nombre d'entre eux. Monsieur de Villiers dit que ça a été le cas des membres de sa famille. Je suis assez étonné parce que les origines lorraines de Monsieur de Villiers, je ne les situais pas personnellement à Moselle. Enfin, tout ça, ce sont des
ce sont des détails sans beaucoup d'importance. Non, le seul reproche que je fais à ce livre, dont je conseille vivement la lecture, c'est que, en particulier dans les 2 derniers chapitres, on a l'impression que Philippe de Villiers s'arroge des mérites qu'il a, mais qui n'est pas le seul à avoir. Parce que ce combat, précisément, pour la défense de l'identité de la souveraineté française, ce combat pour dire quels étaient les effets pervers et quels étaient les véritables instigateurs et les véritables buts de la construction européenne, c'est le Front National a là-dessus une antériorité absolument indiscutable. Au Parlement européen, plus que ce que Philippe de Villiers avait fait bien sûr, non seulement au Parlement européen, mais aussi sur le plan national. Monsieur de Villiers a découvert ça plus tardivement. Je ne lui en fais pas grief. Mais enfin, quand même, quand encore en 2002, il a appelé à voter pour Jacques Chirac plutôt que pour Jean-Marie Le Pen, qu'on ne vienne pas nous dire par cette espèce de silence assourdissant, n'est-ce pas, qu'il n'y aurait eu que lui et que ses colistiers, dont d'ailleurs un certain nombre nous avaient rejoints. L'ancien doyen de faculté, le Lyonnais de cœur que vous êtes, s'est-il ému par la condamnation qui a touché le cardinal Barbarin, le cardinal lyonnais, pour des affaires de non-dénonciation de crimes pédophiles? Oui, enfin de crimes, ça reste à être jugé. C'était absolument épouvantable, bien sûr. Mais je dois dire d'abord, sur cette affaire de pédophilie dans l'Église, on a l'impression aujourd'hui quand même qu'il n'y a que cela dans l'Église catholique. Moi, je suis désolé, j'essaie d'être catholique. Bon, je suis issu d'une famille catholique. J'ai connu des dizaines de prêtres, d'aumôniers, de lycées, de troupes scouts, de curés ou de vicaires de paroisse. J'en ai vu quantité de religieux, soit enseignants, soit soignant les malades ou venant au secours des miséreux. Je n'ai jamais vu un geste déplacé. Alors je sais qu'il y a des affaires tout à fait scandaleuses, dramatiques et qui ternissent évidemment l'image de l'Église catholique. Mais je voudrais aussi qu'on ne confonde pas les agissements très répréhensibles et très condamnable d'une minorité avec ce qu'a apporté et ce que continue à apporter l'Église catholique en France. Quant à Monseigneur Barbarin, je ne devrais pas prendre sa défense, il s'est livré à quelques jugements téméraires à l'encontre du Front National. Mais tout de même, là, je parle en juriste. Je suis assez effaré quand même qu'une personnalité telle que celle-là puisse être condamnée pour non-dénonciation de faits qui remontent à 30 ans, c'est-à-dire bien avant son entrée en fonction, et qui n'ont jamais été réitérés, et ceci alors même que ni les victimes, en faveur desquelles, vous savez, les délais de prescription sont prolongés des années après leur majorité, ni les parents des victimes n'ont jugé bon de les porter devant les juridictions. Alors, où va-t-on s'arrêter ? On va déterrer les cadavres des prédécesseurs de Monseigneur Barbarin, je ne sais pas, de Monseigneur Billet ou de Monseigneur de Courtrai. Je trouve ça assez extravagant et j'espère que cette décision sera réformée en appel. Alors cela étant, Bruno Gollnisch, il n'y a pas que l'Église à être parfois touchée ou éclaboussée par des affaires de pédophilie, ça touche à peu près tous les milieux, également politiques, et la formation politique à laquelle vous appartenez a été mise en cause dans une affaire dernièrement à Rouen pour un cas de pédophilie. Oui, il y a un garçon qui a été condamné à 5 ans de prison à cet égard, et on a relevé qu'il avait été, avant d'en être exclu, un cadre du Front National. Il y a une dizaine d'années à peu près, je crois. Et même dans mon entourage. Alors je déplore évidemment cette affaire, mais je tiens à dire que quand il était dans nos rangs, et notamment avec les jeunes qui ont soutenu ma candidature, jamais on ne m'a rapporté le moindre geste déplacé. Sinon, j'aurais immédiatement mis fin à nos relations, naturellement. Et je ne vois pas pourquoi, d'ailleurs, on me reprocherait d'avoir manqué de discernement, alors que ce garçon, déjà condamné antérieurement... Ce que vous saviez ?
non, je l'ignorais tout à fait, avait cependant été recruté dans une école libre, mais certes, mais sous contrat, donc payé par l'éducation nationale. Payé par l'éducation nationale. Bon, évidemment, ce qui était aussi une caution de respectabilité. Alors, est-ce que le recteur d'académie, qui aurait quand même dû être au courant, on va le poursuivre comme on a poursuivi Monseigneur Barbarin? J'attends de voir. Oui. Sans transition aucune, un sujet sur lequel on vous a peu entendu ces derniers temps, on voit beaucoup moins de cadres de votre mouvement dans les rassemblements, la situation des Gilets jaunes. Bruno Gollnisch, est-ce qu'aujourd'hui les manifestations continuent à être légitimes et pourquoi est-ce qu'on vous entend moins sur ce sujet? Mais ma sympathie à l'égard de ce mouvement et des gens sincères dans ce mouvement n'est pas entamée. Mais ce que je constate, c'est que l'extrême gauche, qui a infiltré méthodiquement ce mouvement, lequel n'a pas voulu se doter d'une hiérarchie, n'a pas voulu exprimer un programme politique, enfin du moins mettre au clair leur demande au départ parfaitement légitime, l'extrême gauche, et surtout par la violence qu'elle a fait régner et la complaisance dont elle dispose depuis des lustres de la part des autorités publiques, a réussi, il faut bien le dire, à déconsidérer ce mouvement. Par ses violences et par ses exactions. Je ne confonds pas les Black Blocs avec les militants des Gilets jaunes sincères, et je dis que ces violences, malheureusement, servent le gouvernement qui, à l'évidence, joue la carte du pourrissement. Alors, de violence ou de violence peut-être à venir, il est peut-être question, en tout cas c'est un sujet d'inquiétude avec les événements d'Algérie. On voit que le président Bouteflika a été lâché par l'état-major de l'armée. Évidemment, un homme très important dans le dispositif du pouvoir en Algérie. Il a été également lâché par le principal parti qui soutenait sa candidature, en tout cas à l'exercice du pouvoir de M. Bouteflika et de ses amis. Est-ce que cette situation algérienne vous fait craindre le pire et éventuellement, pourquoi pas, demain une vague migratoire ou de nouveau des événements dramatiques comme on a connu en Algérie dans les années 90 d'ailleurs? Oui, mais précisément, comme vous le dites, dans les années 90, il y a eu une terrible guerre civile. Bon. Et je crois que le peuple algérien a fait preuve de sa maturité, d'ailleurs dans ces manifestations, qui se sont déroulées jusqu'à présent sans violence. Personnellement, je m'en réjouis. Je souhaite que les problèmes de l'Algérie, qui est un pays potentiellement très riche, soient réglés. Je n'entretiens pas une querelle ancienne à l'égard du peuple algérien, bien évidemment, mais c'est vrai que, contrairement à ce que dit la tête de liste, la République en marche, qui d'ailleurs dans la même interview que je citais tout à l'heure du Figaro dit mais c'est tout à fait un fantasme de penser que 10 millions d'Algériens, comme Madame Le Pen, de penser que 10 millions d'Algériens pourraient arriver en France. Mais si la situation devenait chaotique à la suite d'une guerre civile, je ne vois pas ce qu'il y aurait de fantasmagorique. Bien évidemment, compte tenu des affinités linguistiques et du fait que nous sommes le pays européen qui se trouve en face de l'Algérie, s'il y avait un mouvement d'exode massif, il arriverait sur nos côtes. Et là, que ferait le gouvernement? Il tirerait sur les dinghies, sur les canaux, sur les rafios, qui apporteraient des milliers, des dizaines de milliers de réfugiés. Je signale d'ailleurs qu'il y avait 200 000 Algériens en France lors de l'indépendance de l'Algérie. Il y en a 5 millions aujourd'hui. C'est pas moi qui le dis, c'est le journal Le Monde. 5 millions en 2014. 5 millions de nationalité algérienne. Parce que depuis, les enfants ont la nationalité française. Bon. Donc, je ne vois pas là non plus, Madame Loiseau, ce qu'il y a de fantasmagorique. Et j'espère que les problèmes de l'Algérie se résoudront pacifiquement par de nouvelles élites qui prendront en main ce pays et le rendront plus prospère qu'il ne l'est aujourd'hui. Merci Bruno Gollnisch. Merci Georges, merci à vous.